Le premier épisode s'était clos à un des moments les plus importants de la vie de César. Il a maintenant franchi le Rubicon et choisi son camp. Il sera dictateur et veut le pouvoir pour lui seul. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots de tous les jours. Crassus étant mort en Asie, il ne reste à Rome que Pompée. Mais ce dernier a changé de bord et est passé du côté des Optimates. Il est donc maintenant un ennemi de César. Il décide donc d'abandonner la capitale et de se réfugier en Espagne pour lever des légions et contrecarrer les plans de César. Bon, Jules décide de le poursuivre bien évidemment et il le bloque temporairement à Marseille, qui était déjà une zone de guerre avant de voir les Russes et les Anglais s'affronter. Même si il faut rendre à César ce qui est à César et reconnaître que ces deux groupes de supporters, en se mettant plutôt bien sur la gueule, il faut le dire, ont perpétré des traditions barbares et désuètes qui ne sont plus de notre temps. Mais c'est un joli clin d'œil à César. Malheureusement pour lui, il faut savoir que la ville est favorable au Sénat et non au dictateur. Mais c'est une occasion pour César une nouvelle fois de démontrer tous ses talents de commandement. En effet, l'armée a besoin de bois pour construire des machines de siège et donc faire capituler la ville. Cependant, les forêts environnantes sont considérées comme sacrées et les légionnaires fondent dans leur froc, craignant de contrarier les dieux. César, ne voulant pas laisser s'échapper Pompée et étant pressé par le temps, décide de faire avancer un petit peu les choses en faisant le badass. Il choisit le tronc le plus gros, sa plus belle chemise à carreaux et l'abat férocement. Et bien sûr, il nous sort une petite citation des familles pour encourager les soldats à se bouger le cul. Je cite: « Maintenant, pour qu'aucun d'entre vous n'hésite à abattre la forêt, considérez que le sacrilège, c'est moi. Entre la colère des dieux et celle de César, le choix est tout fait. » Clairement, le gars se pose là. La progression rapide et les victoires de César poussent Pompée à se réfugier en Afrique, où il espère contre-attaquer avec plus d'hommes et de matériel. Il est important de noter que dans cette guerre entre Romains, César s'efforce de rester clément et d'épargner la plupart de ses compatriotes, même lorsqu'ils sont capturés après une défaite. Bon, sauf une fois au chalet où il laisse les légionnaires avides de butin depuis trop longtemps se déchaîner. Ah bon? Mais combien de morts alors? Oh, pas beaucoup. 40 000 citoyens. Combien? 40 000. Ah! Et on l'appelle le Clément. Eh ben, j'ai pas envie de voir la gueule des autres, hein, dis donc. L'Égypte et sa capitale Alexandrie se dressent maintenant sur le chemin de César. Le pays est assez instable politiquement, avec les descendants de Ptolémée, donc Cléopâtre, qui se battent pour le pouvoir, avec diverses factions différentes, et Rome qui joue l'arbitre dans tout ça. En d'autres termes, c'est le bordel. Les légions de César vont donc débarquer sans trop de problèmes et vont même trouver en offrande la tête de Pompée offerte par le jeune pharaon Ptolémée XIII en guise de cadeau. Cet acte barbare va profondément attiser la colère de César qui respectait toujours Pompée et il décide donc d'entrer en guerre contre ce petit impertinent de 4 ans là. Mais on arrive à une petite période de doute, car oui, César va réussir à s'emparer du palais royal, mais il va plutôt rester bloqué à l'intérieur, assiégé par les troupes ennemies favorables à Pompée et au pharaon, donc Ptolémée XIII. Bon, c'est César quand même et il se laisse pas faire. Il va donc tenter une sortie afin de reprendre le contrôle du port. Il va encore nous donner un exemple de sa légendaire détermination. Comme vous le savez certainement, Alexandrie à l'époque abrite la plus grande bibliothèque mondiale qui renferme quasiment 1 million de manuscrits. Cette banque de données colossale, composée d'une bonne partie du savoir mondial, intimiderait la plupart des gens et force le respect. Et César dans tout ça? Il s'en bat les couilles, man. Il va la brûler pour faire diversion. Il la brûle, putain, et le respect du monde avec. C'est comme si t'avais Wikipédia dans ta gueule, Wikipédia. Et en plus, le con, pour la première fois, il va prendre une défaite derrière. Oui, je m'emporte. Oui, mais en même temps, t'as vu. Mais bon, il va vite me calmer, vous inquiétez pas. Parce que même dans la défaite, il reste hyper classe. Ses troupes étant anéanties, il sent la mort proche s'il ne fait rien. D'un geste théâtral, il dégrave son manteau rouge de commandement et plonge dans l'eau du port pour éviter les cribles de flèches.
Il parvient en nageant à rejoindre un navire certes romain mais surchargé, à tel point qu'ils sentent bien qu'ils n'atteindront jamais la rive sauve. Ni une, ni deux, devant le regard ahuri des soldats, ils se jettent de nouveau dans les flots malgré le danger et s'éloignent de l'embarcation à la nage. Quelques instants plus tard, le bâtiment est coulé abruptement, confirmant ses craintes. Pour couronner le tout, son manteau rouge est récupéré comme un trophée et hissé pour montrer le triomphe des Égyptiens. Je précise quand même, le gars a 50 ans. Je dis ça, je dis rien, mais moi, à 50 ans, je plonge dans le Nil pour esquiver des flèches. Ça fait glou 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 glou, bide à bière vers le fond et je nourris les poissons, clairement. Donc, ils gèrent quand même. Bon là, ils ne le savent pas encore, mais ils ont déclenché le mode berserk du bonhomme. Parce que humilié par cette défaite, il rassemble ses troupes et il va littéralement défoncer le ptio en armure durant la prochaine bataille. Victorieux, il place sa sœur Cléopâtre au pouvoir et part pour une croisière sur le Nil avec elle. Dit comme ça, on dirait une happy end bizarre. Ce qui n'est pas totalement faux. En effet, les seuls ennemis restants sont les troupes fidèles à Pompée rassemblées en Afrique. Une petite campagne, et puis César pourra enfin profiter du pouvoir pour lui seul. Mais la fatigue commence à se faire sentir. Pour César dans un premier temps, qui est diminué par de petits AVC à répétition, mais aussi pour ses légions les plus fidèles, notamment la 10e qui le suit depuis ses premières conquêtes en Espagne. Le résultat ? Ils vont se mutiner les bougres. Vous voulez de la reconnaissance ? Élevez des chiens les gars. Mais, César n'a pas dit son dernier mot et pour les retenir à ses côtés, il va tenter une méthode coup de poing. Il décide donc de se présenter à eux sans armes, sans garde personnelle et sans manteau de commandement. En d'autres termes, il est vulnérable. Pour déclencher l'électrochoc, il commence son discours par un puissant « Quirites !» Le mot est plein de sens car Quirites veut dire citoyen et les légions ne répondent qu'au traditionnel milites signifiant soldat. Wow là, les citoyens que t'as montré là, c'est pas du tout des Romains, c'est des Grecs. Alors vas-y s'il te plaît, change-moi ça là. Non, monsieur, je sais tout, ça c'est pas des Romains, c'est des Grecs. L'effet est immédiat, et la 10e légion qui était encore pleine de rancœur quelques instants auparavant se tait, honteuse devant son maître. C'est le moment que choisit César pour porter le coup de grâce, parce que non seulement il va les licencier et accorder des terres, mais il va préciser que ce seront d'autres hommes qui profiteront de son triomphe, eux qui ont pourtant assisté à tous les précédents. Et là, en quelques secondes, les avis changent et les « Vive l'impérator » fusent à tout va. D'un mot, d'un seul, César les refait soldats et il s'est encore extirpé d'une situation critique grâce à sa prestance et à son charisme. La dernière campagne africaine se déroule sans encombre et César se montre clément avec les rebelles en leur laissant la vie sauve. Chose qui, je l'ai déjà dit, est rare dans les guerres civiles et surtout appréciée par l'opinion populaire. Non, mais ça c'est un suicide, ça compte pas. C'est donc au summum de sa puissance qu'il revient à Rome. Maître incontesté de la ville, du Sénat et du peuple, il a littéralement les pouvoirs d'un roi, même si, pour ne pas choquer ses concitoyens qui sont accrochés à une république même fantoche, il n'en a pas le titre. Il profite de ce statut pour offrir des jeux somptueux, de la nourriture, de l'argent à tous, mais transforme aussi la ville en ajoutant des bâtiments et des monuments. D'un point de vue politique, il nomme tous les élus à sa guise et prend lui-même toutes les décisions importantes. I'm the fucking king. Même dans les sciences, César apporte sa touche. Avec les savants d'Alexandrie, il décide de troquer le calendrier qui court après les astres pour l'année à 365 jours, tout en tenant compte du jour supplémentaire tous les 4 ans. Bon, on est d'accord, c'est pas encore y penser, mais c'est un début. Et il fait le café quand même, le saligo. Fatalement, c'est une fois arrivé au sommet qu'on entrevoit la chute. Sa clémence n'a fait qu'attiser la haine des personnes qu'il a épargnées et on complote contre lui. D'abord subtilement, en lui accordant trop d'honneur comme le titre d'impérator à vie, la possibilité de le transmettre ou le surnom de liberator ou rex, roi en latin. Puis un petit peu plus franchement en prévoyant un attentat. Ah non, alors là vraiment je suis pas d'accord. Déjà aujourd'hui on les accuse à tout bout de champ alors que la plupart du temps ils y sont pour rien, mais à l'époque ils existaient même pas. Alors là venez pas casser les couilles, c'est pas eux. Bon, d'un autre côté il faut dire que César se voit bien casser sa pipe lui aussi. Parce que non seulement il a éloigné sa garde personnelle, il ignore les mauvais présages et les avertissements et méprise totalement les institutions romaines. Lui aimerait partir pour d'une dernière campagne en Asie et faire le tour pour revenir jusqu'en Germanie.
Alors, je sais pas ce qu'il prend comme drogue, mais ça doit être très puissant parce que s'il croit qu'il va réussir à faire ce tour et enchaîner les campagnes à son âge, il va finir comme ça avec Parkinson. En avant les gars, en avant! Ça le pousse à prévoir sa succession en faveur de son neveu Octave, le futur Auguste. Non, me dites pas que... Si, il vient vraiment avec son... Ah d'accord, non, mais bien, non, bien, bon, bah voilà, c'est l'héritier. Pour vous dire à quel point il est décidé à mourir, il a connaissance du complot, mais ne fait absolument rien pour l'arrêter. Il est en mode YOLO! Mais après une vie comme la sienne, si dense en événements héroïques, on ne peut passer de l'autre côté qu'avec panache, c'est impossible de faire autrement. Et pour rendre le tout théâtral, quoi de mieux qu'un attentat en pleine séance de Sénat? Ça, c'est le style. Tout commence pourtant normalement avec l'arrivée de César. Mais une fois assis, il est entouré brusquement par les conspirateurs. Bon, il tente bien de se défendre avec un stylet. Mais comment dire, contre des poignards, ça fait pas long feu. Même son fils Brutus est de la partie, c'est pour vous dire. Le point positif dans tout ça, c'est que ça lui laisse le temps de lâcher une dernière citation, comme quoi même dans la merde il sait se rendre intéressant. Et ça on aime. Il en profite pour clamer le célèbre « Tu coquet, mi fili » qu'on pourrait traduire par « Toi aussi mon fils », ce qui a du sens, n'en déplaise au roi Lot. Ainsi, après 26 coups de poignard, Game of Thrones. Jules César s'éteint finalement à 56 ans. Forcément, vu le parcours du gueux, il est mis au nombre des dieux, avec tous les honneurs possibles. Le Sénat est dorénavant interdit de siéger le jour de sa mort, d'ailleurs appelé le jour du parricide. De ces meurtriers, aucun ne lui survécut plus de 3 ans et tous périrent de mort non naturelle, parfois même avec la lame qui a servi à assassiner lâchement l'Imperator Rex, Caius Julius César. Voilà, cette seconde partie est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si je peux vous donner une dernière recommandation, c'est de regarder la série Rome qui relate cette histoire, produite par HBO et qui déchire littéralement. C'est un Game of Thrones avant Game of Thrones. Pour vous dire, à l'époque, les producteurs sont vus adjuger un tel budget qu'ils ont tout fait péter dans les costumes et tout, du coup, il n'y a eu que 2 saisons. Plus de thunes après, frère. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bye.